déçu par les performances de l'équipe de France en rugby. On verra que contre les All Blacks, je précise, du monde du rugby, il y a des événements qui ont été plus heureux et on verra comment ça peut relier ceci avec l'innovation. On travaille avec Mike depuis 2008. En fait, en 2008, nous avions organisé un des tout premiers workshops en innovation ouverte. Et à l'époque, on n'avait pas eu un écho relativement important. On avait réfléchi et en fait, lors de cette réflexion, on s'est rendu compte que l'innovation ouverte, c'était en fait que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui était important, ce n'était pas l'innovation dite ouverte. Quand on ouvre les fenêtres, des fois, il y a des courants d'air et on peut attraper mal. Mais c'était plutôt tous les processus sous-jacents qui pouvaient exister. Et le postulat de base, c'est que l'innovation, c'est à la fois un processus social et le résultat de ce processus. Autrement dit, il y a l'humain. Et c'est l'innovation qui a permis à l'Homo sapiens de faire le grand bond en avant. Et comme le disait Michel, actuellement, on observe une accélération à tous les niveaux et l'innovation est clé. Le problème, c'est de pouvoir la maîtriser. Et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'innovation, on est frappé par la similitude des processus qui peuvent exister au niveau du cerveau. Finalement, c'est quoi l'innovation? C'est travailler avec d'autres pour essayer de trouver une solution à un problème qui est posé par l'environnement. Que fait notre cerveau? En fait, il va établir ou permettre d'établir des connexions entre différents neurones, les neurones qui sont les mieux appropriés pour apporter les informations dont on a besoin. Et l'objectif, au final, c'est d'avoir la bonne réponse. Le petit souci, c'est que les neurones, il y en a qui sont facilement stimulables et d'autres qui sont moins stimulables. Et quand on regarde un peu les processus d'innovation, c'est ce que l'on peut remarquer. Si vous travaillez avec la recherche publique, les grands groupes, les startups, on est stimulable plus ou moins en fonction des affinités. Et en fait, on a développé un modèle autour de ce qu'on appelle l'innovation neuronale. Et on va retrouver certains éléments que décrivait Michel. L'objectif, quelque part, c'est d'être capable de mobiliser le plus rapidement possible les bons neurones et de bien les stimuler de façon à pouvoir avoir les réponses adéquates à la problématique qui est posée. Alors, quand je parle de flux, d'informations, de relais, rien ne vaut une petite course de relais. Alors, j'espère que la vidéo va marcher. Cette fois c'est parti, Gardner est parti un peu mieux que Ladji, Gardner qui est revenu d'ailleurs sur le Jamaïcain Clark. Ladji Doucouré maintenant qui fait l'effort, qui va passer dans la ligne opposée. Ah, Ronaldo Pogno, allez Ronald, il faut faire maintenant, très vite Ronaldo Pogno, alors que les Britanniques sont avec Marlon Devonish. Ronaldo Pogno qui va chercher dans le virage Eddie de l'Épine, l'équipe de France qui se débrouille très bien pour l'instant. Les Français à la lutte pour l'instant pour la médaille. Allez, Louis Devy, faut que ça passe, Louis Devy qui sort en tête, c'est incroyable, l'équipe de France en tête. Louis Devy va-t-il résister à Louis Francis? Allez Louis, oui, ça fait 38-09. 38-09, les Français sont champions du monde. Je vous l'avais dit, il pouvait tout arriver à se relever. Pour ceux qui ont suivi l'événement, les Français n'étaient pas du tout favoris. Ils avaient des gens qui n'avaient jamais fait de relais. Ils avaient un coureur de 110 mètres au départ. Et quand on regardait les performances des coureurs anglais, elles étaient bien au-dessus de celles des coureurs français. Si vous avez regardé de manière très attentive la vidéo, je suis sûr que vous l'avez fait, vous remarquerez que le dernier relais qui a été passé, on voit l'avant-dernier relayeur français, et c'est le seul à le faire,
suivre et hurler à son partenaire pour l'encourager, alors que c'est le partenaire le plus faible du relais. Et c'est lui qui va résister. Et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'innovation, là où, je dirais, il y a un taux d'attrition relativement important, c'est justement dans les passages de relais, dans la communication, et c'est en fait tout ce qui se passe au niveau de l'innovation neuronale. Alors, pour revenir un peu, là je vais revenir sur une présentation un peu plus standard. En fait, je vais vous parler d'innovation neuronale. L'innovation neuronale, on parle de cerveau. Vous savez que dans le cerveau, il y a 6 couches. Et chaque couche a une fonction bien particulière. La 6e couche, c'est elle où en fait les modèles sont formalisés. Et c'est ces modèles-là que nous, humains, d'autres organismes vivants, le cerveau, testons ces modèles. Et ensuite, il y a un feedback qui est réalisé pour dire le modèle était bon ou pas. Quand on regarde l'innovation, eh bien, on peut partir essentiellement de 3 couches. La première couche, ça va être celle où, en fait, on a des bribes de quelque chose. Ces bribes de quelque chose, c'est d'abord des marchés ou des segments de marché que l'on a identifiés. Ces marchés, on les a identifiés et peut-être qu'avec certaines combinaisons technologiques, que ce soit des technologies de rupture ou des technologies classiques combinées de manière originale, on peut peut-être faire une proposition de valeur intéressante, mais on va avoir besoin d'un soutien. Et ce soutien, ça va être au niveau de la propriété intellectuelle, ça va être peut-être au niveau réglementaire, au niveau environnemental. Donc ça, c'est, je dirais, le premier niveau. Le deuxième niveau, je vous assure qu'il y avait un deuxième niveau. Voilà. Deuxième niveau, ça va être en quelque sorte le scale-up. Là, on a élaboré le concept, on s'est appuyé sur un certain nombre en fait, de neurones qui sont présents dans chacun de ces blocs. Et là, on va escalader, on va affiner le modèle que l'on a imaginé pour pouvoir saisir un certain nombre d'opportunités sur le marché. Et là, on va avoir on va pouvoir faire appel à des clients pilotes pour voir si ce que l'on avait imaginé tient la route au niveau du marché. Peut-être pas, et à ce moment-là, peut-être qu'il faudra reconsidérer la manière dont on veut monétiser sa proposition de valeur. On va être amené à faire un changement d'échelle au niveau technologique. Il va falloir également qu'on intègre toujours l'aspect réglementaire ou environnemental ou production. Et la troisième couche de l'édifice, ça va être la couche où en fait le concept est formalisé, le produit, le service est prêt, il ne demande plus qu'à être commercialisé. Alors il peut être commercialisé en B2C ou en B2B et on va peut-être avoir besoin de l'appui de leaders d'opinion pour renforcer la pénétration du marché. On avait imaginé certaines choses à partir des bribes que l'on avait élaborées à ce niveau-là. Au niveau supérieur, on va faire le bilan. Ça va être donc la phase post-marketing qui va nous permettre de dire oui, par rapport à ce qu'on avait imaginé, c'est bon ou c'est pas bon. Et tout ça, quelque part, ça demande une irrigation. Et cette irrigation, comme disait Michel, ce sont les financements à toutes les couches. Là aussi, vous imaginez un certain nombre de partenaires de choix qui vont pouvoir vous permettre d'apporter les financements, les soutiens qui sont nécessaires pour assurer en quelque sorte les différentes connexions. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'interconnexions, c'est juste une image. Alors on va faire un petit focus sur la partie technologique. Tous ces blocs-là représentent en fait les connexions, les partenaires de choix potentiels sur lesquels on peut s'appuyer. Et Michel a bien insisté sur le fait que la sélection était un élément clé. Et là, c'est une grille qui est
Donc dans le cas du stockage d'énergie, on travaille sur des batteries et on a identifié un certain nombre de partenaires possibles. Alors c'est toujours facile d'identifier une technologie. Ce qui l'est moins, c'est d'identifier si ce partenaire, si avec ce partenaire on va s'entendre, si on va pouvoir faire du business, si on est aligné, si on a la même stratégie, si quelque part il ne va pas y avoir ce que je peux appeler des coups un peu tordus. Je peux identifier un certain nombre de partenaires qui maîtrisent parfaitement une technologie, mais quelque part, l'esprit coopératif n'est pas là. Avec le top management, on ne s'entend pas très bien. On a des approches très, très différentes. Donc il est vraiment important de pouvoir, en quelque sorte, identifier, classer les partenaires de façon à ne pas perdre de temps, avec les partenaires avec lesquels on va se fourvoyer. Et des exemples, il y en a à foison. Notamment quand un grand groupe va en Chine et identifie un groupe industriel avec un partenaire qui paraît relativement fiable et monte une joint venture et qu'on se rend compte qu'il y a d'autres entreprises qui utilisent la même technologie et qui ne sont pas dans l'environnement de la joint venture, et quand on comprend que ces entreprises sont dirigées par la personne qui du côté chinois a signé l'accord de joint venture, et quand on se rend compte que cette personne est un politique bien placé au niveau du Parti communiste chinois, et que l'on intente des procès, eh bien c'est pure perte. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive qu'au bout du compte, on se retire après avoir fait du transfert de technologie sans vraiment l'avoir voulu et en perdant beaucoup d'argent. Donc il est essentiel, quand on fait tout ce travail, en réalité, d'ajouter des approches presque d'intelligence économique. Il est important de faire appel. Bon, il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a tout ce que l'on peut trouver sur le web visible ou invisible, mais il y a toutes les techniques que l'intelligence stratégique et l'intelligence économique peuvent mettre à disposition des différentes sociétés. Et ceci, ça peut donner des cartographies où on pose une question sur le partenaire de choix, et en fonction des éléments qui auront été apportés, eh bien, on va pouvoir identifier le partenaire avec lequel il est bon de travailler. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y a une dimension humaine qui est essentielle, c'est-à-dire que tous les collaborateurs d'une entreprise peuvent rapporter de l'information. Cette information peut être intégrée de manière à pouvoir avoir une idée un peu plus précise sur la nature des relations que l'on peut établir. Le deuxième niveau, donc là on parlait du choix des partenaires. Vous avez vu toutes les connexions. En fait, notamment dans les grands groupes, ce qui ne marche pas, parfois, c'est en fait qu'il n'y a pas les bonnes personnes pour stimuler ces connexions. C'est-à-dire que les personnes sont très compétentes, ce sont des personnes de bon niveau, mais on ne les a pas mises là où il fallait pour pouvoir stimuler ces connexions. Donc là, il y a, je dirais, une représentation relativement schématique des qualités que l'on peut espérer que ce soit au niveau stratégique, tactique ou opérationnel. Et quand on regarde, en fait, quelle est l'équipe idéale que l'on doit constituer pour travailler sur un projet, ce qu'il s'agit de faire, en réalité, c'est de construire, par rapport à ce connectum, cette représentation des connexions essentielles pour pouvoir mener à bien l'innovation, c'est de pouvoir, en fait, mettre au regard les bonnes personnes qui vont s'assurer que ces connexions fonctionnent parfaitement pour l'entreprise. Et c'est vrai que c'est une chose qui est absolument essentielle. Et pour rejoindre ce que disait Michel, bon, quand on parle d'innovation neuronale, il y a un cadre à définir. Ce qui est important, c'est d'identifier comment le réseau est constitué, de bien qualifier les différents nœuds du réseau. Et ça, c'est une approche qui doit être
en quelque sorte partagé au niveau d'une organisation. On fait appel aux techniques de l'intelligence stratégique. Une fois qu'on a une connaissance du réseau, il faut s'assurer que les bonnes personnes sont en fait attachées à stimuler, à animer les connexions qu'il y a entre les partenaires de choix avec lesquels on souhaite travailler. Voilà, donc je dirais que c'est l'essentiel, c'est juste, je dirais, comment dire, un modèle sur lequel nous travaillons. On a quelques réalisations qui sont en cours. Je crois que maintenant l'essentiel c'est de passer le relais dans de bonnes conditions à Mike. Et bon, Mike va continuer en parlant. Merci.